Mars a deux lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite.
Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ses lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories. Mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars. Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante.
Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil.
Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois, et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir, et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée. Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau. La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre.
Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellites en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football. Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ -62 degrés Celsius. De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents. À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux. Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D.
La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leur mission vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital. 2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole, où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison. Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Casey Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tioux Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue. Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1. La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de 2 géants, l'Enterprise et le Belgica. La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma, et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considéré comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux.
Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet. Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout, et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hells Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hells Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière, se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière. La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamacoa, en Colombie, est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon, c'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir. Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchuk Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface. La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons lanternes, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses. Alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long.
L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer et il est très sale. Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait le Groenland.